L'enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. L'école est le lieu par excellence de l'éducation. Esaü. Étudiants, étudiantes, nouveaux bacheliers, parents d'élèves, une raison de plus pour choisir l'excellence. Et oui, bénéficier des demi-bourses et de réduction de scolarité à Esaü. Payer 250 000 au lieu de 500 000 en licence 1, 2 et 3 sciences juridiques, économiques, de gestion et en journalisme. Et pour les 100 premières inscriptions en administration des finances et administration générale, bénéficier d'une réduction et payer 400 000 au lieu de 500 000. En master 1 et 2, 500 000 au lieu de 800 000 en administration des affaires, 600 000 au lieu d'1 million en journalisme. Faites partie des 100 premiers inscrits en administration des finances et administration générale pour bénéficier de la réduction. Payez 800 000 au lieu d'1 million. À Esaü Cotonou et Parakou, la rentrée est effective. Le dossier d'inscription est disponible en téléchargement à l'adresse suivante: www.esaü.bj/esaü2019 ou renseignez-vous à Esaü Cotonou au 96 80 55 11 98 98 14 00 90 93 65 21. À Esaü Parakou au 96 68 16 14 97 77 51 47. À Esaü, l'épanouissement et le développement est au cœur de notre succès. Esaü, l'excellence a un nom. La rumba, c'est la musique des sages. Et Esaü, c'est l'école des sages. Amis internautes fidèles de Esaü TV, bonjour et bienvenue sur votre émission L'Invité. Dans l'invité de ce jour, nous allons parler de fiscalité. Fiscalité, le Bénin est qualifié par certains de pays à revenus essentiellement fiscal. Raison de plus pour que nous puissions nous intéresser à cette matière qui est ignorée par la plupart des Béninois, sinon qui est fui carrément par les Béninois, surtout les entrepreneurs. C'est vrai que sous d'autres cieux, il suffit d'habiter pendant 6 mois dans une région pour être imposé de façon systématique parce que tout est bien organisé. Ce n'est pas le cas chez nous et nous avons besoin de nous instruire et de sensibiliser nos compatriotes sur les questions de fiscalité afin que nous puissions, par notre travail, participer à la construction de nos nations. Et pour parler de ce thème aujourd'hui, le thème qui est intitulé d'abord l'importance de la fiscalité dans le développement local. Et pour l'exercice, nous avons ici dans notre studio M. Kong François. Il est expert en fiscalité. Il est le directeur d'un cabinet qui s'appelle Brain Trust Consulting ici à Cotonou. M. Kong, bonjour. Bonjour, merci de me recevoir sur votre plateau. Je suis ravi de vous avoir m'accompagner ce matin. Comment vous portez-vous? Très bien, merci. Le plaisir est partagé. Parfait. Et comment se porte la fiscalité au Bénin? J'aurais du mal à répondre à cette question de façon péremptoire. Ça doit certainement être comme dans tous les autres pays en Afrique du Sud, Afrique au sud du Sahara. Si on s'en tient à ce que déclarent les responsables de la Direction générale des impôts, on peut penser qu'il y a des améliorations, mais qu'il reste toujours beaucoup à faire parce que généralement, il y a des objectifs qui sont fixés à cette administration en particulier. Oui. Oui. Et d'une année à l'autre, si on s'en tient à leurs statistiques, on peut dire qu'il y a des améliorations, mais qu'il y a toujours des choses, il y a toujours des marges, quoi. Donc, comment se porte la fiscalité au Bénin? Je n'aurai rien mon sentiment tout à l'heure au cours de l'émission, parce que ça fait seulement 9 mois que je suis là. Et j'ai mes petites expériences qui pourraient peut-être intéresser ceux qui sont en charge de cette question au Bénin. Donc ça va peut-être du point de vue de ceux qui sont responsables de la gestion des impôts au Bénin, mais nous sommes du côté des contribuables parce que nous sommes conseil, nous sommes un conseil fiscal. Oui. On peut dire qu'on peut peut-être faire mieux et on peut encore améliorer davantage. Bon, avant d'entrer dans le vif du sujet, étant donné que vous êtes expert en fiscalité, ça suppose que vous avez une longue expérience de la pratique de cette matière. Est-ce que vous pouvez partager ne serait-ce qu'un brin de cette expérience avec nous? Si je comprends votre question, peut-être que je me présente un peu. Bon, ou alors, peut-être. Donc avant de créer mon cabinet, j'ai travaillé presque 30 ans de ma vie dans les régies financières. Donc, notamment, j'ai travaillé au Trésor de la République du Cameroun. Ah oui. Je suis entré en 88. Et donc, j'ai occupé quelques postes comme celui de receveur municipal, oui. Donc receveur d'une commune. Oui.
Je connais à peu près, même s'il y a des évolutions du temps et dans les pratiques, à peu près le fonctionnement d'une commune, d'arrondissement, ou d'une collectivité locale décentralisée, au niveau non seulement de la comptabilité, même des pratiques administratives. Ensuite, je suis reparti à l'ENAM, où je suis sorti inspecteur des impôts, et j'ai exercé pendant environ 15 ans. J'ai été chef de brigade contrôle et de vérification, dont j'ai pratiqué le contrôle des entreprises. Et après, j'ai fait le contentieux fiscal. Et j'ai pratiqué un peu le recouvrement aussi. Et après, je suis reparti à la direction générale du Trésor, où j'ai terminé dans le cabinet du directeur général du Trésor comme coordonnateur de son cabinet. Et donc, j'ai une expérience transversale, une fois du Trésor, et puis des impôts, et puis de l'administration en général. Donc, j'ai pris ma retraite il y a 1 an. Et puis, l'esprit m'a conduit au Bénin. Pour venir, ceux qui y croient, y croiront, pour venir partager mes expériences plurielles. À côté du parcours que je viens de vous brosser, j'ai eu la chance de suivre des stages, notamment au Fonds monétaire international en 2012 et à l'ENA de Paris en 2008. Donc c'est une expérience plurielle que j'ai voulu mettre à la disposition du Bénin et de ses autorités et également des opérateurs du privé. Juste une expérience partagée dans le cadre de la coopération sud-sud. Parce qu'on est toujours enclin à aller prendre les compétences hors du continent. Et quelqu'un avait dit qu'il y avait un désert de compétences quelque part. J'ai répondu à l'appel en me disant que ma modeste expérience pourrait peut-être également servir au Bénin. Parce que sur le plan fiscal notamment, on est en plein réforme, comme dans beaucoup de pays en Afrique. Réforme de l'assiette, réforme du recouvrement, avec la mise en place de la machine certifiée de facturation. Donc, il y a toutes ces réformes et j'ai pensé que modestement, je pouvais apporter ma modeste contribution à l'édification d'une fiscalité, sinon acceptable pour tous, du moins efficace pour l'État du Bénin. Ok, en suivant un peu le résumé de votre parcours que vous venez de nous présenter, je crois que ça donne une certaine légitimité quand même à vos prises de position parce que vous êtes retrouvé dans plusieurs situations pour apprécier un peu ce qui se passe en matière de fiscalité. Mais avant tout, est-ce que vous pouvez nous dire la fiscalité, qu'est-ce qu'on entend vraiment par ce terme? Parce que pour fiscalité, pour moi, le novice, ça veut dire impôt. Ben, je ne sais pas, vous le spécialiste, pour vous, qu'est-ce que c'est la fiscalité? Oui, on va essayer d'être assez simple pour nous faire comprendre de la plupart des gens qui nous suivent. Bon, la fiscalité, on peut la définir par sa nature, on peut la définir par son objet, on peut la définir par sa fonction. Donc, par sa nature, c'est à la fois une technique, une science, une discipline des sciences humaines. Donc, on parle du droit fiscal en ce moment. Et c'est une technique parce que elle permet... à travers la fiscalité, on mobilise des ressources. C'est également un moyen parmi ceux qui sont à la disposition des États, des organisations en général, pour lever les ressources et financer les dépenses. Parce que ce que vous devez savoir, c'est qu'un pays fonctionne toujours avec un budget, et le budget a 2 composantes principales, d'un côté les recettes et de l'autre les dépenses. Donc, l'équation, c'est comment satisfaire des dépenses inscrites au budget, quelles sont les ressources qu'il faut. Donc le gouvernement a entre ses mains des instruments, parmi lesquels la fiscalité. Elle permet donc, c'est pour ça que je parlais de moyens tout à l'heure d'instruments, permet de mobiliser des ressources pour permettre au gouvernement de mettre en place sa politique. Comme actuellement, depuis 2016, on a le programme d'action gouvernementale, le fameux PAG, avec des déclinaisons telles que l'asphaltage. Il faut bien trouver des moyens pour financer ce projet-là. Et donc la fiscalité fait partie des moyens ou des instruments qu'on mobilise. À côté de ça, il y a l'emprunt, les emprunts. Vous savez, tout le temps, on est parti sur le marché monétaire pour lever des milliards, ainsi de suite, parce que les ressources mobilisées en interne ne sont presque jamais suffisantes. Oui, nous allons nous relier à l'actualité du moment.
Mais au Bénin, je crois que depuis quelque temps, le Bénin est qualifié d'un pays qui gère bien la dette. En fait, il y a beaucoup de choses qui sont petites en bien sur le Bénin. Est-ce que vous pensez que ça a un lien avec la fiscalité, ce qui se passe au Bénin, le comportement de l'économie béninoise? Je m'en voudrais de donner des leçons en me demandant, quand vous me posez la question de savoir si c'est bien ou c'est mal. Moi, je vais essayer d'être... Non, bien ou mal, vous pouvez ne pas le dire, mais est-ce que vous pensez que ça influe? La fiscalité, il y a un rôle, il joue un rôle. Bien sûr, ça dépend du rôle qu'on veut lui faire jouer. Si nous nous en tenons à notre thème, on a parlé de l'influence ou bien de l'importance dans le développement local. Ouais. Cette proposition ne peut être, je veux dire, appréciée en bien ou en mal, ou en oui ou en non, que si nous examinons au préalable ce qui est fait de la fiscalité pour atteindre le développement local. Ouais. C'est-à-dire que qu'est-ce que le gouvernement a mis en place comme mesures légales, réglementaires, législatives, et est-ce que, quand on interroge ce qui se passe dans la réalité, on peut dire que tout ce qui est fait peut atteindre le développement local, le développement étant un processus, notamment pour qu'on puisse arriver au bien-être personnel, mais également bien-être économique et social, entendu comme la dotation en termes d'infrastructures routières, des infrastructures sanitaires, des infrastructures éducatives. Oui. Donc, votre proposition, je ne peux pas me prononcer dessus. Vous voyez, si on peut parler de la dette, ce sera une digression. Moi, si je reste sur la fiscalité, est-ce que c'est un facteur déterminant pour le développement local? Je dirais, ça dépend. À condition, c'est-à-dire que pour que cela se réalise, pour que votre proposition se réalise, il faudrait que 3 conditions soient respectées. Et si vous le voulez bien, je peux les énoncer ici et peut-être par la suite. La première condition, c'est qu'il faudrait, je suggère qu'on change notre logiciel mental. Notre logiciel mental, je parle de ceux qui conçoivent les politiques publiques, parce qu'on observe que c'est pratiquement je ne vais pas être très excessif, mais ça ressemble un peu à un prêt-à-porter, un copier-coller. C'est-à-dire que si vous parcourez les politiques publiques dans la sphère des pays de l'Afrique au sud du Sahara, francophone notamment, ça se fait pratiquement de la même façon. Et ça s'explique parce que, vous savez, après, depuis les années 80, 90, presque tous les pays africains sont soumis au plan d'ajustement structurel. Et ça leur impose de suivre un certain nombre de canevas dictés par les bailleurs de fonds. Donc c'est pour ça que vous trouvez à travers les pays pratiquement les mêmes schémas. Donc la première condition pour que la fiscalité ait une importance significative, parce qu'elle peut avoir une importance, mais elle peut être relative ou résiduelle, mais pour qu'elle ait une importance significative, il faudrait donc les 3 conditions. La première, je l'ai énoncée, c'est changer notre logiciel. Par rapport à la première condition, je voudrais savoir, est-ce que c'est parce que nous manquons des compétences pour concevoir ce qu'il nous faut que nous faisons le prêt-à-porter? C'est justement pour ça que je dis qu'il faut changer de logiciel mental, en nous disant que nous avons sur place des compétences qui peuvent nous aider à concevoir des politiques propres et qui sont je veux dire, en conformité avec nos réalités. Parce que ce à quoi nous assistons maintenant, c'est qu'on vous dit réduisez les dépenses de santé, réduisez les dépenses d'éducation, et puis après vous allez avoir la croissance. Mais la réalité est tout autre. Donc première condition, essayez de revoir notre logiciel mental, en faisant confiance aux compétences. 60 ans après les indépendances, moi j'estime qu'il y a des gens qui peuvent concevoir des politiques qui sont en conformité avec nos réalités. Deuxième condition, revoir notre, comment je vais dire ça, notre paradigme conceptuel. Par là, je vais dire quoi? La fiscalité locale, à mon humble avis, lorsqu'on observe ce qui est fait, est comme une fiscalité résiduelle. Elle est toujours adossée sur la fiscalité de l'État. Et donc, j'ai l'impression, c'est une impression, je veux dire qu'on a l'impression qu'elle est captive de tout ce qui se fait au niveau de l'État. Je prends un petit exemple. On dit que les collectivités territoriales décentralisées sont dirigées par des personnes qui sont élues. D'accord? Moi, j'estime que si quelqu'un a la capacité de pouvoir diriger une mairie, qu'on lui fasse confiance. Mais vous voyez, on crée des structures, des superstructures au niveau central qui ne sont que des tampons entre les collectivités locales et parfois les bailleurs de fonds ou bien l'administration. Et le fonctionnement de ces structures qu'on crée grève les maigres recettes qu'on doit pouvoir reverser aux communes. Pourquoi ne pas dire que si la patente, par exemple, qui est une taxe indirecte
qui est une taxe indirecte, je mélange peut-être, taxe directe, une taxe fiscale locale directe. Pourquoi ne pas dire que si l'entreprise est, par exemple, basée, je veux dire, dans un quartier comme, je ne sais pas, Védoco, qu'on puisse permettre à la commune de cette localité où la société est installée de prendre un pourcentage des impôts qu'ils doivent payer à l'État. C'est-à-dire qu'on verse directement. Donc le receveur municipal est qualifié pour pouvoir recouvrer. Ce qui se passe, c'est qu'on doit d'abord donner à l'État. Ça arrive au trésor, et puis maintenant on commence à faire des transferts. Ça explique quoi? Finalement, vous voyez, les maires ont des difficultés à implémenter leurs projets, leurs programmes. Et vous comprenez, vous savez souvent, vous êtes souvent au courant des retards de salaire, des retards dans l'exécution de certains projets. Parce que ça prend du temps. Qu'on mette d'abord dans la cagnotte du trésor, qu'on fasse des répartitions au niveau d'en haut, que ça passe maintenant par le FADEC, et puis maintenant le FADEC transfère. Pourquoi on alourdit la chaîne? Si les gens sont nommés, après on pourra les juger sur l'utilisation des fonds qui sont mis à leur disposition. Donc il faut revoir le paradigme conceptuel. En troisième lieu, il faut avoir le mode opératoire. Nous, on a l'impression, quand on dit collectivité locale, on dirait que c'est un autre pays, c'est un autre État. Pourtant, on travaille sur les mêmes... On travaille sur les mêmes populations, en réalité. Quand on dit local, c'est une autre échelle. Vous comprenez? Quand on dit l'État central, c'est une autre échelle, mais c'est le même État. C'est les mêmes populations, c'est le même territoire. Il y a un proverbe de chez nous qui dit, si chacun balaie devant sa porte, le village sera propre. On peut glisser le même aphorisme sur le développement. Si nous sommes dans un cadre, dans une ville donnée, constituée des quartiers, des arrondissements, et qu'on permette aux gens, chacun de balayer son arrondissement, c'est en balayant progressivement que tout le pays va devenir propre. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc pourquoi ne pas permettre aux gens, parce qu'on dit développement à la base, vous comprenez? Et je termine le mot opératoire, c'est-à-dire qu'on doit inverser la pyramide. Aujourd'hui, l'État décide qu'il prendra tel montant sur la patente. Et puis on donne une petite partie à la commune. L'État décide qu'il y a la taxe, par exemple, sur le développement local. Les opérateurs du coton, on va leur donner une petite partie à la commune. Donc c'est cette petite partie, c'est-à-dire que c'est comme si la fiscalité locale est résiduelle. On leur donne juste un peu. Alors que si on veut que le développement soit véritablement implémenté à la base, c'est à ces gens qu'on devrait donner le plus de moyens. C'est ce que je pense. Parce que les superstructures qui nous gèrent, les grands ministères, je ne vais pas vous surprendre en vous le disant, tous les budgets des organisations étatiques ou des collectivités, 70 à 80% sont consommés par le fonctionnement. Et dans les 70% de fonctionnement, j'exagère peut-être un peu, les statistiques peuvent nous confirmer les vrais chiffres. Dans les 70%, vous vous rendez compte que c'est la masse salariale qui absorbe presque tout. Donc tous les impôts qu'on met à la disposition des communes, c'est pour payer les salaires. Parce que, il faut le relever, c'est aussi les communes, les collectivités locales décentralisées sont en même temps des sortes de cases pour les amis politiques. Il faut le savoir, en fait. Vous pouvez l'observer. Oui, parce que quand un parti gagne, il faut récompenser les gens. Donc on met tout le monde là-dedans. Ce qu'on ne peut pas mettre au niveau des ministères, ce qu'on ne peut pas mettre au niveau de la présidence, on dit, bon, on va lui trouver une place à la commune. Finalement, la commune n'a plus rien. Il y a des problèmes de compétences là-bas, alors. Pardon? Ça doit poser des problèmes de compétences, alors. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Oui, je sais. Ce que je voulais dire, c'est que ça recase, c'est pour recaser des amis politiques. Oui, mais il faut de la compétence pour que ça puisse vraiment donner, qu'on puisse en fait, participer à la gestion nationale. C'est un autre débat. Ce que je voulais dire. Oui, je suis d'accord. Ce que je voulais dire, c'est que la part de ressources qu'on met pour le paiement des salaires dans les mairies est énorme. Et elle est énorme parce que parfois, on ne recrute pas sur la base des critères objectifs. D'accord. On s'est compris. On s'est compris parfaitement. Merci. Non, mais comment est-ce que vous arrivez à exercer votre profession dans un pays comme les nôtres où l'informel est pratiquement érigé en règle? Les gens, ils n'aiment pas le percepteur des impôts. La présence de l'inspecteur des impôts est perçue comme une menace. Payer les impôts, beaucoup de gens ont l'impression que c'est jeter de l'argent par la fenêtre ou donner de l'argent indûment. De toute façon, les gens ne sont pas sensibilisés sur le fait qu'ils ne savent pas les impôts. Comment est-ce que vous arrivez à travailler dans ce contexte-là? Votre question suggère deux réactions. Comment est-ce que je travaille dans l'environnement informel? Et puis, les gens ont peur.
Bon, je commence par la dernière. Ouais. Les gens ont peur simplement parce qu'ils sont ignorants. Les gens sont ignorants et vous savez que l'ignorance, c'est la pire des choses qui peut arriver à un être humain. Parce que ce n'est pas un crime, mais c'est un danger. C'est même bien plus qu'un danger. D'abord pour la personne qui est ignorante. Oui. Ensuite pour son voisinage. Oui, Vous savez que c'est souvent source de beaucoup de malentendus, tout à fait. d'ignorance. Oui. Voilà. Maintenant, il n'y a pas pire sourd que celui qui ne veut pas entendre et pire aveugle que celui qui ne veut pas voir. Vous pouvez être ignorant et décider de sortir de l'ignorance. Oui. Maintenant, ceux qui sont en charge de la question devraient se dire qu'on a une cible qui n'est pas suffisamment éduquée Oui. et mettre en place des programmes d'éducation. Et vous dites que vous affirmez, enfin, dans votre question, vous Oui. demandez comment je fais. Pour vous dire la vérité, ce n'est pas évident. Mais je ne suis pas sûr que ce n'est pas plus évident au Bénin qu'ailleurs. Oui. Pourquoi? Ce n'est même pas seulement de l'informalisme, parce que c'est une notion qui prête à beaucoup d'interprétations. Oui. Et si on doit décortiquer, on doit se poser la question de savoir mais d'où ça vient. Parce qu'il y a le formel. Le formel renvoie à un code. C'est-à-dire que on vous dit si vous voulez exercer tel métier, voici les conditions que vous devez remplir. Oui. Ça peut se résumer à des papiers qu'il faut produire, ça peut se résumer à une compétence que vous devez avoir, ça peut se résumer à une expérience que vous devez prouver. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui. Bon. Maintenant, l'État qui utilise la fiscalité pour avoir des ressources Oui. est obligé de faire une segmentation de la population. Parce qu'évidemment, tout le monde n'a pas les mêmes capacités productives. C'est pour ça que vous avez un certain nombre de régimes qui sont créés, régimes du réel, et dont les critères essentiels sont généralement le volume du chiffre d'affaires. Oui. C'est-à-dire que si vous faites 1 milliard, on ne vous mettra pas dans la même catégorie que celui qui est en vendant de l'eau glacée. Quand je dis ça, ça ne veut pas dire que celui qui vend de l'eau glacée ne fait pas de chiffres. Aucunement. Parce que parfois on se méprend. Tout à Mais fait. il peut venir rester dans un petit régime parce que les conditions qu'on pose au régime supérieur, notamment les déclarations mensuelles, payer une patente tous les ans, il trouve que c'est embêtant pour lui. Oui. Donc il reste dans un régime où, par exemple, la taxe professionnelle synthétique, il sait que dès qu'il a payé son trimestre, on ne vient plus le déranger. Oui. Donc, l'exercice dans ce contexte est très très difficile, vous imaginez. J'ai observé depuis, je suis arrivé en janvier, je me suis mis en règle vis-à-vis du fisc, j'ai payé tout ce qu'il fallait payer, j'ai déclaré un chiffre d'affaires de 30 millions, ce qui me mettait à la taxe professionnelle synthétique. Oui. Sans avoir exercé, j'ai déjà payé l'impôt. Parce que ce que vous devez savoir, c'est que généralement, les systèmes fiscaux taxent presque tout. On taxe la dépense, on taxe la consommation, on taxe l'épargne. Oui. C'est pas facile. Donc je paye. Et maintenant, il faut que je me fasse, que je déploie mon entreprise. J'utilise des stratégies. La première stratégie, c'est les correspondances. Oui. Et je vous compte mon expérience. J'ai fait des correspondances à au moins 20 entreprises que j'ai sélectionnées comme ça au hasard. Oui. Nous sommes au mois de septembre, c'était au mois de février. Jusqu'à maintenant, je n'ai pas reçu une seule réponse. Je veux dire que même par politesse, même si vous ne voulez pas me donner du travail, j'ai quand même utilisé de l'encre et du travail pour vous écrire. Faites-moi une petite lettre de gentillesse pour dire, vraiment, monsieur, nous avons déjà quelqu'un comme ça, on ne peut pas faire suite à votre courrier. Oui. Je n'ai reçu aucun courrier. Oui. Et je n'ai pas déposé mes courriers chez des opérateurs informels. J'ai déposé mes courriers chez des gens qui ont pignon sur rue, qui sont des grandes multinationales. Oui. Alors, dans un tel contexte, parce qu'il faut savoir, la fiscalité, en plus d'être une technique, c'est d'abord du droit. Oui. C'est un ensemble de règles que nous sommes obligés de respecter pour aboutir à un résultat que l'État s'est assigné, c'est-à-dire à la fin. C'est à la fin de ces règles-là qu'on récupère l'impôt. Oui. Donc, on applique d'abord le droit, et puis maintenant, on a les conséquences du droit. Vous comprenez? Oui. Donc, c'est très difficile. Et l'environnement informel, peut-être je vais terminer par là, ce n'est pas le fait du contribuable. Ce n'est pas le fait du contribuable. Ce sont les responsables en charge de la question qui devraient amener ceux qui créent de la richesse à venir vers eux. Oui. Mais on observe que peut-être que la situation profite à tout le monde. Mais après, les contribuables, ils se plaignent. Oui. C'est-à-dire vous arrivez dans une situation où on vous écrit un courrier. Oui. Logiquement, quand on vous écrit un courrier, le Code général des impôts stipule que vous devez être assisté d'un conseil de votre choix, donc de quelqu'un de mes compétences. Oui. Mais quand vous écrivez à la personne pour lui dire... entreprise ou bien il faut avoir un volume de chiffre d'affaires avant d'être assisté par... Peu importe, on a besoin d'être conseillé. Okay. Moi, je peux même faire du bénévolat quand je constate que quelqu'un est peut-être en train de commencer pour l'accompagner. Mais parfois, ils refusent parce qu'ils se disent qu'ils ne peuvent pas vous payer.
Donc, ils ont tout de suite en tête que non, il va venir me prendre l'argent alors que moi, j'ai besoin de produits. Pourtant, au-delà du fait qu'on soit conseil fiscal, on peut même les aider dans le développement de leurs affaires. Oui. Parce qu'en plus d'être fiscaliste, sans prétention, nous, j'ai fait de l'économie. Donc, on peut avoir des stratégies dans une discussion pour voir est-ce qu'on ne peut pas orienter comme ça, orienter. Mais le premier c'est que vous venez prendre l'argent. Oui. Donc, on ne peut pas vous donner du travail parce que lui, il a peur de vous donner l'argent. Mais quand l'inspecteur des impôts arrive, Oui. il peut écrire tout ce qu'il veut sur le papier, Oui. parfois des choses qui ne sont pas justes. Oui. Il est prêt à aller négocier avec l'inspecteur. Oui. Mais c'est toujours l'argent qu'il dépense. Tout à fait. Alors, la question, c'est qu'il négocierait avec combien d'inspecteurs? Il lui faudra combien d'argent pour que chaque fois qu'un inspecteur vienne? Mais il va tuer son entreprise. Oui. Donc, autant avoir quelqu'un qui peut vous dire orientons comme ça, et voyons avec l'inspecteur ce qui est juste, vous payez. Parce qu'il faut payer l'impôt juste. Vous comprenez? Justement, il arrive que les gens reçoivent des redressements fiscaux, c'est ce qui se dit. Hein? Oui. Et puis, pour payer les impôts, avant d'aller au redressement fiscaux, chez nous, le régime est déclaratif. Oui. Donc, c'est l'entrepreneur qui va au-devant du service fiscal avec son chiffre d'affaires pour dire, voilà, pour qu'on puisse, il y a les fourchettes qui existent pour qu'il paye. Est-ce que ce n'est pas une autre facilité pour que les gens fassent des déclarations peut-être qui ne vont pas arranger l'État? Parce que vous avez dit qu'il faut que l'impôt soit juste. Oui, si j'ai bien compris votre question, c'est que quand vous dites le système déclaratif, ne vous arrêtez pas là. Il est déclaratif, mais il a une conséquence consubstantielle qui est le contrôle. OK. Bon, il est déclaratif, ça signifie simplement que le système vous permet, chaque fois que vous avez réalisé votre opération, de venir déclarer ce que vous avez fait. Oui. Vous êtes même libre de tricher, de ne pas mettre tout. Oui. Ça vous regarde, parce que c'est dynamique. Nous sommes en janvier, vous avez un chiffre que vous avez fait, vous avez peut-être une dépense imprévue, vous vous dites si vous déclarez tout, ça peut vous créer des problèmes au niveau de vos dépenses. Oui. On appelle ça la gestion fiscale. Oui. C'est des techniques, quand vous êtes conseil de quelqu'un, vous lui dites, bon, on peut faire comme ça, et puis on va corriger. Vous comprenez? Donc le système déclaratif signifie simplement que l'administration a l'obligation de recevoir, je dis l'obligation, parce que c'est dans le Code général des impôts. Oui. Et le Code général, c'est une loi. Oui, Et il ne devrait pas se soustraire à cela, Oui. même si la réalité est autre chose sur le terrain. Parce que vous avez, lorsque vous avez reçu la déclaration, quelle qu'elle soit, ou vous la sentez minorée, ou avec des insuffisances, vous devez d'abord recevoir la déclaration. Et le contribuable doit respecter les délais qui sont prescrits dans le Code général des impôts. Maintenant, lorsqu'il reçoit la déclaration, il va l'examiner. Et il va traiter la déclaration. En la traitant, il va ressortir, si vous avez un impôt à payer tout de suite, on vous fait ce qu'il faut faire pour payer. Oui. Maintenant, il a le temps pour revenir sur vos déclarations. Et là, il exerce son droit de contrôle. Et le droit de contrôle est encadré par le livre des procédures fiscales. Oui. C'est-à-dire que je ne peux pas venir à ESAE, sans publicité, pour faire un contrôle alors que vous n'êtes pas informé de ma venue. Oui. Je dois vous faire une correspondance, Oui. je dois respecter les 8 jours, Oui. et c'est au bout des 8 jours, pendant les 8 jours, vous avez la possibilité de m'écrire pour me dire, je ne serai pas prêt dans le délai que vous m'avez donné, si vous pouvez décaler le contrôle de peut-être 10 jours. Et vous prenez le temps d'arranger vos documents. Oui. Ça, c'est une modalité de contrôle Oui. qu'on appelle le contrôle sur place, la vérification de comptabilité. Oui. C'est-à-dire l'administration se déplace pour venir faire le contrôle sur place. Oui. Vous comprenez? Oui. Donc le redressement, parce que vous m'avez posé la question, le redressement est la conséquence de ce contrôle. OK. C'est-à-dire lorsque je suis donc venu, le jour dit, vous me présentez vos documents, Oui. vous en tant que chef d'entreprise, vous n'êtes pas obligé d'être là. Oui. Peut-être par politesse, vous saluez les inspecteurs, mais si vous avez un conseil comme moi, qui peut être aussi un conseil comptable, Oui. il assiste au contrôle. Et donc, les inspecteurs viennent, examinent vos déclarations, et ressortent les insuffisances et tout, et s'en vont peut-être dans leur bureau, et maintenant, ils vous font une correspondance. OK. Et dans la correspondance, ils vous notifient les observations qu'ils ont pu relever, soit des insuffisances, soit des omissions, et ils vous disent voilà comment ils vont corriger, et voilà les conséquences. Et dans des délais bien encadrés par le livre de procédure fiscale, vous avez le temps maintenant, vous aussi, de revoir avec votre conseil, et au regard de la loi, si ce qu'il demande est demandé d'abord dans la bonne forme, parce qu'il y a la forme qui conditionne le fond, et dans le fond, est-ce que c'est avéré? Vous répondez, et c'est au bout de ces échanges de correspondance qu'on établit si effectivement vous devez être redressé et à combien ou pas. Et vous avez le droit, même si on vous a redressé et que
vous estimez que c'est à tort, Oui. vous avez le droit d'aller en contentieux. Donc de contester. Mais ce que j'observe ici, c'est beaucoup plus des arrangements. Oui, les gens, parce que les gens, un, comme je vous disais, ils estiment peut-être que nous, on leur prend de l'argent. Oui. Et deux, ils préfèrent ne plus avoir aux inspecteurs. Mais je demande, quand vous faites ça, Oui. pendant combien de temps? Et ça vous coûte de l'argent pour rien. Parce que l'impôt intéresse trois personnes, l'opérateur économique, l'État, donc l'administration et tout, Oui. l'opérateur économique, et puis il y a les tiers. Oui. Parce que vous savez que quand vous montez une entreprise, vous allez à la banque pour prendre l'argent. Quand vous faites un bilan, on doit savoir si vos flux sont importants pour vous savoir ce qu'on vous donne. Oui. Donc quand vous faites ça, vous êtes en train de tuer votre entreprise et l'économie même sans le savoir. Oui. C'est toujours bien d'avoir un conseil et de négocier ses prestations au prix où votre bourse peut convenir. J'espère que j'ai répondu à votre question. Pleinement. Voilà. Mais déjà, après 9 mois de vie au Bénin, est-ce que vous avez l'impression que dans nos communes, la mobilisation fiscale en fait, est optimale? Je peux vous répondre non. Elle n'est pas optimale parce que sur la base des rapports de la Commission nationale des finances locales Oui. auquel j'ai accédé, Oui. et donc un rapport de 2018, Oui. il relève l'insuffisance de la fiscalité locale. Oui. Parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est une fiscalité presque captive. Oui. On donne aux communes, je dis, le résidu. Oui. Voilà. Et avec le résidu, on ne peut pas faire grand-chose. Donc optimal, je pense qu'on peut améliorer, on peut faire davantage. Oui. Et moi, j'allais encore faire une proposition peut-être. Imaginez que dans le cadre de l'asphaltage, Oui. parce que ce qu'on observe, c'est qu'on fait les routes, c'est beau pour le pays, c'est beau pour l'ensemble du pays, mais ce serait parfaitement bien encore si ça profitait aux riverains. C'est-à-dire quoi? On a décidé de faire une route sur Sikekoji. Oui. Moi, je vois des jeunes gens qui se réveillent le matin, ils prennent les nattes, ils s'asseyent là, ils n'ont rien à faire. Alors, une façon de toucher les riverains serait que comme la route va passer là, au préalable, on essaie de regarder les mains, les compétences les bras valides qui peuvent travailler dans le chantier. Oui. Et dans les termes de référence du contrat que l'État passe avec l'entreprise, qu'on dise qu'on va réserver ne serait-ce qu'une proportion peut-être de 30% pour la main-d'œuvre des riverains. Oui. La conséquence, c'est quoi? C'est que le revenu qu'ils vont tirer de ce travail permettront d'améliorer leurs habitats. D'accord? Oui. Et ils vivront pleinement l'asphaltage parce qu'ils ont participé à l'ouvrage. Oui. Mais on observe que les gens débouchent dans votre quartier, vous ne remarquez même pas les visages, ils cassent vos maisons, après ils finissent d'arranger la route, parfois ils cassent encore au milieu de la route, ils recommencent, et puis après ils s'en vont. Ils ne sont pas du coin. Donc, ça pose beaucoup de problèmes. Déjà, l'argent n'entre pas dans le quartier, qui est supposé être développé. C'est d'autres personnes qui prennent. Oui. Ensuite, les gens ne s'approprient pas l'ouvrage qui est fait. C'est pour ça que les gens peuvent verser l'eau au milieu de la route, ils peuvent encombrer le chemin de détritus et tout. Parce que je suis convaincu que lorsque vous participez à la construction d'un tel ouvrage, vous aurez à cœur quand même de le préserver. Non, mais le développement que vous venez de faire me fait beaucoup plus penser à un programme politique. Parce que si, tel que vous le déclinez, c'est de la fiscalité, mais quand on veut travailler, quand les autres s'impliquent, c'est déjà de la politique, c'est déjà la gestion de la cité. Et je vais rester sur cette lancée pour vous demander en quoi est-ce que la fiscalité peut influencer la politique. Dans la mesure où, vous savez, dans d'autres pays, quand un gouvernement vient, on dit parfois que les fortunes sont favorisées, parfois on dit que c'est les plus pauvres qui payent pour entretenir la nation. Et tout ça, ça se succède. Il y a des partis qui sont là pour favoriser la masse populaire, les travailleurs et autres. Donc, je veux savoir exactement, la fiscalité, c'est quoi son influence? Nous allons rester dans notre thème, nous parlons du développement local, l'importance dans le développement local. Mais déjà, en quoi est-ce que la fiscalité influence la politique? Bon, je risque de me redire, parce que j'avais déjà répondu à cette question. Mais vous devez savoir que les faits sociaux ne sont pas interprétés de la même manière par tout le monde. OK? Oui. Quand vous regardez les choses à la télé, ce que vous voyez à la télé, il y a des choses qui sont faites un peu plus avant. Pour dire quoi? Pour dire que la politique ne peut pas être séparée de la fiscalité, parce que quand un gouvernement arrive, c'est ça, on dit gouvernement constitué des membres. Bon, mais l'État demeure. Tout à fait. Donc l'État, lui, il est immuable, mais le gouvernement
peut changer. Mais un gouvernement de la République, c'est des gens qui sont désignés par celui qui est désigné par le peuple pour mettre en œuvre une politique. Oui. Parce qu'il est élu sur la base d'un programme. Oui. Et vous ne trouverez pas de programme où on ne parle pas de politique fiscale. Donc, c'est imbriqué. Parce qu'il y a une politique de santé, il y a une politique d'éducation, il y a une politique de l'épanouissement personnel, il y a une politique du sport. C'est-à-dire qu'il y a une politique fiscale. Donc, certes, ceux qui gagnent plus, non, vous pouvez toujours rêver, mais ceux qui gagnent plus payent presque généralement moins. Je dis généralement, on a par exemple l'impôt sur la solidarité et la fortune en France. Oui. Les gens se plaignent, ceux qui gagnent petit se plaignent, disent que la charge est plutôt sur eux. Oui, oui. Parce que ce que vous devez savoir, ceux qui sont en haut de l'échelle, en plus de ça, on leur accorde parfois beaucoup d'exonérations. Oui. C'est-à-dire, on vous dit, vous allez payer ceci, mais après on met tellement des exceptions qu'au fond, vous ne payez pas grand-chose. Oui. Vous comprenez ce que je veux dire? Et puis, comment est-ce que je vais dire ça? Je vous ai dit que pour que la fiscalité ait une influence, oui, y compris pour le budget de l'État, oui, parce que vous allez vous rendre compte que lorsqu'on fait les bilans, c'est-à-dire que lorsque on lance le processus d'élaboration du budget de l'État, oui, par une note qui vient de la présidence de la République, oui, lorsqu'on lance le processus d'élaboration du budget, à la fin, lorsqu'on fait la loi de règlement, oui, on constate toujours que les budgets sont déficitaires. Oui. Donc, et parmi les recettes, rubriques recettes, il n'y a pas que les recettes fiscales. Oui, je vous ai dit ça tout à l'heure. Oui. Il y a les emprunts, il y a les dons, oui, il y a les aides, ainsi de suite. Oui. Donc tout ça, on met pour consolider. Mais c'est toujours déficitaire. Donc, mais la ressource sûre interne, oui, c'est d'abord la fiscalité intérieure, donc la fiscalité de la TVA à l'intérieur, oui, mais également la fiscalité de porte qui est mise en œuvre par la Direction générale des douanes. Okay. Parce que quand vous importez, vous payez des choses à l'entrée du cordon, oui, et donc tout ça, ça rentre. Mais c'est insuffisant par rapport aux besoins et aux dépenses. Oui. Vous comprenez? Oui. Et je disais que l'importance, elle peut être relative, elle peut être significative. Oui. Donc, pour qu'elle soit significative, il faut peut-être qu'on revoie la manière d'appréhender la matière fiscale. Oui. Vous comprenez ce que, oui, je veux dire? Oui. Mais maintenant, les États sont tenus dans des programmes. J'ai parlé du programme d'ajustement structurel, oui, tout à l'heure, c'est-à-dire le Fonds monétaire international, la Banque mondiale. Bon, l'institution de Bretton Woods, comme on le dit. Ils vous imposent un certain nombre de critères. Et, par exemple, ils ont un mot qui passe partout, l'élargissement de l'assiette fiscale. Oui. Il faut toujours élargir. C'est-à-dire, si vous faites des chiffres, on vous dit, par exemple, les objectifs sont fixés, je veux dire n'importe quoi, 300 milliards, oui, vous voyez, vous allez faire peut-être 280, oui, et l'année qui suit, on va vous dire, on va plutôt augmenter. Maintenant, vous devez imaginer comment faire pour faire entrer ceux qui ne sont pas dans l'assiette, c'est-à-dire que dans la matière imposable, oui, comment on peut les faire entrer et voir qu'est-ce qu'ils peuvent avoir comme influence. Donc, si je me résume par rapport à l'importance de la fiscalité, oui, je dis que ça dépend de l'influence ou alors du mécanisme qui est mis en place pour permettre à la fiscalité de jouer son rôle. Mais que ce n'est pas le seul moyen, que c'est juste un moyen pour mobiliser les ressources, mais ce n'est pas le seul moyen dont dispose l'État pour, voilà, pour mobiliser les ressources. Ok, Monsieur Kong, à votre avis, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour que la fiscalité puisse vraiment impacter le développement local dans notre contexte? Je croyais avoir répondu également à ça. Je vous ai dit qu'il faut remplir 3 conditions. Oui. Bon, la première chose, je vais le dire facilement, oui, c'est qu'il faut qu'on adapte la fiscalité à nos réalités. Parce que si vous observez, si vous prenez le Code général des impôts du Cameroun, oui, vous prenez le Code général des impôts du Bénin, oui, vous prenez le Code général des impôts du Gabon, oui, vous allez voir que, comment je vais dire ça, la conception de l'impôt est pratiquement la même. La base est la même. Oui, c'est-à-dire qu'on essaye d'avoir des régimes, on essaye de fixer des critères. Bon, est-ce qu'on peut faire l'effort de comprendre le fonctionnement d'une activité économique et maintenant se fixer peut-être des délais, oui, pour dire, bon, monsieur a ouvert une boutique, je ne sais pas, peut-être une usine de fabrication de vêtements. Oui. OK.
Il a pris son épargne et il a décidé d'ouvrir. Il a recruté 2 personnes dans le quartier. Vous voyez? Donc il a résorbé un peu le chômage, je dis ça comme ça. OK. Combien de temps pouvons-nous lui donner? Et on discute avec la personne. On dit, OK, pendant peut-être tel nombre d'années, ou bien pendant telle période, vous allez payer ceci, parce que vous devez participer, et on va étaler ça sur peut-être 3 ans. Oui. On fait ça pour les grandes structures, en général. Oui. Mais pour les petits tisserands et tout ça, on ne le fait pas. On vous dit, bon, on vous met dans une petite catégorie. Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas suffisamment de personnel pour le faire que ça ne se fait pas, ou bien c'est parce que ce n'est pas prévu? Non, c'est au niveau de la conception. Okay. C'est au niveau de la... C'est ça que j'ai parlé tout à l'heure de changer le paradigme conceptuel. C'est-à-dire qu'il y a d'autres éléments qu'on doit intégrer dans la manière dont on doit pouvoir prélever l'impôt auprès des populations. Et ensuite, on doit associer ceux qui payent l'impôt. Oui. Parce que comme vous disiez tout à l'heure, quand les gens voient les impôts, ils fuient. Oui. Ça veut dire qu'ils ne se sentent pas concernés, ou ils sont ignorants, ils ont peur. Donc on doit pouvoir mettre en place des campagnes de sensibilisation auprès des populations, par commune, par arrondissement, comme vous voulez. Et c'est des études pour lesquelles nous, on est prêt à faire des thèmes de référence et à proposer. C'est-à-dire comment est-ce qu'on peut faire en sorte qu'on concilie d'un côté l'efficacité de l'impôt et l'adhésion des populations au paiement de cet impôt. Oui. Il y a un travail pédagogique qu'il faut faire. Oui. Je ne dis pas que quand on aura fait ça, tout le monde va devenir bon payeur d'impôts. Il y aura toujours des tricheurs. Oui. Mais on peut limiter la casse à un certain niveau. D'accord. Voilà. Ok, monsieur, combien de temps imparti pour cette émission en train de tirer à son terme? Je crois que oui, déjà. Vous nous avez beaucoup nourri, mais je voudrais savoir, vous êtes là depuis 9 mois. Oui. C'est vrai que vous n'avez pas encore eu de contrat. Et aujourd'hui, quand vous explorez un peu le paysage, et par où est-ce que vous pensez que vous allez vraiment avoir plus d'impact? Et en travaillant au niveau des communautés locales, en allant au niveau des entreprises, vu le contexte, à votre avis, où est-ce qu'on a le plus besoin de vous pour que la machine fiscale puisse mieux tourner? Oui, dans la présentation sommaire de mon parcours, je peux résumer, j'ai une expérience plurielle. Oui. Donc je peux travailler autant pour les privés. Oui. Non, mais dans le contexte après observation, où est-ce que vous sentez qu'on a vraiment plus besoin des compétences pour que la chaîne puisse bien tourner? Non, je suis mal placé pour dire où est-ce qu'on a besoin de compétences. Mais je suis plutôt fondé à vous dire que où est-ce que moi je peux servir. D'accord. Oui, vous comprenez? Oui. Moi, je suis mal placé parce que les ministères et les directions, ils ont leurs besoins en compétences. Oui. Donc, je ne peux pas savoir ce dont ils ont besoin. En revanche, moi, en venant, si j'étais venu avec ma plaquette, je vous aurais montré, j'ai répondu à l'appel de quelqu'un qui disait que bon, il a besoin de compétences. Donc, moi, je fais partie des gens qui viennent partager leur expérience. Et je peux le faire autant avec les communes, avec les privés qu'avec l'État. Donc, pour répondre brièvement à votre question, je serai à l'aise de mettre mes compétences ou bien mes expériences à la disposition à la fois de l'État, des collectivités et des opérateurs privés. Ok, si je peux me résumer, nous avons fait le tour quand même de la question relative à l'importance de la fiscalité dans le développement local. Et vous nous avez expliqué qu'il y a la première chose à faire, c'est sur les mentalités des gens, la conception que nous avons de la fiscalité. Et nous devons changer le paradigme. Je crois bien que c'est ce qui a été dit. Et pour cela, il faudrait que nous puissions imaginer des systèmes qui soient en adéquation avec notre cadre de vie, avec nos entreprises, et non rester scotchés au format qui nous sont presque imposés sans y apporter la touche locale pour banaliser, pour être plus efficace. Oui. Également, aujourd'hui, au niveau des communes, la fiscalité est résiduelle dans la mesure où il y a tellement d'intermédiaires entre ces communes qui collectent et la redistribution, parce qu'il y a les grosses structures qui... Si vous permettez, je voudrais préciser ma pensée sur ce point précis. Oui. Ce que je dis, c'est que quand je dis de changer de paradigme, c'est que nous devons considérer le local, non pas comme une entité à part, mais comme une partie du territoire. Okay. Et que si chaque local est développé, c'est le territoire qui sera développé. Et de ce point de vue, il est important
que la fiscalité ne soit pas une fiscalité résiduelle. Oui. La fiscalité qu'on dédie aux collectivités. Oui. Parce que si on veut vraiment le développement à la base, il est bon de songer à changer notre façon de voir les choses. Est-ce que ce n'est pas à la base qu'il faut donner le plus de moyens? Puisque le ramassage des ordures, ça se fait dans les quartiers. Oui, tout à fait. Ça ne se fait pas au boulevard de la Marina. Non. Même si le boulevard de la Marina est situé dans une commune. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est en donnant plus de moyens aux collectivités, plus que ce qu'on leur donne maintenant, qu'on peut avoir la chance de leur faire de l'investissement dans le développement, pour le développement. C'est ce que je voulais dire en parlant de changement de paradigme conceptuel. C'est de ça que je voulais parler. Voilà. Merci. Qui a été suffisamment précisé, mais je retiens essentiellement que nous devons nous sensibiliser à savoir que l'impôt, c'est un dû, l'impôt, c'est un devoir, et l'impôt également participe du développement. Donc, pour espérer le développement local, même national, il faudrait forcément que chacun puisse songer à se faire assister de façon à pouvoir payer l'impôt qu'il faut pour que tout le monde puisse participer de façon harmonieuse au développement d'une nation. Absolument. Je pense que là, j'ai été fidèle. Absolument. Et sur ce, je pense que pour moi, vous avez suffisamment, j'ai été suffisamment approuvé à votre source. C'est vrai que ça ne fait pas de moi un spécialiste en fiscalité, mais au moins vous m'avez ouvert les yeux et j'espère qu'il en est de même pour toutes ces personnes qui nous ont suivis sur cette émission. Je ne sais pas si vous avez une précision à donner pour que les gens puissent mieux appréhender l'impôt dans notre contexte. Donc, ce que je peux dire, c'est simplement que chacun de nous a l'obligation de payer l'impôt. Je ne sais pas si le président Jefferson qui disait qu'en dehors de la mort, nous avons l'obligation de payer l'impôt. Voilà qui est bien dit. Donc, j'espère avoir été utile et je reste à la disposition de tous qui me solliciteront pour pouvoir apporter ma modeste contribution pour la marche du pays et la vulgarisation de l'impôt au Bénin. Monsieur Kong François, je vous remercie infiniment d'être passé sur ce plateau de l'invité. Je rappelle que vous êtes expert en fiscalité et que vous êtes le responsable du cabinet Brain Trust Consulting ici à Cotonou. Bon, je sais, moi je pensais beaucoup à brainstorming, mais bon, Brain Trust Consulting ici à Cotonou. Et je crois que l'essentiel a été dit, à part la mort. Je vous dis merci de m'avoir invité. Oui. Et je reste à votre disposition chaque fois que vous me solliciterez. Merci, à bientôt. Nous allons sûrement nous revoir pour revenir sur les questions de fiscalité. Merci. Je vais profiter pour remercier toutes ces personnes qui ont passé du temps à nous écouter. Nous espérons avoir apporté quelque chose dans votre vie. Nous espérons vous avoir nourri pour que vous soyez des citoyens vraiment modèles. Merci d'avoir été là.